Alors retrouvé à Bourges, n'a pas changé le plomb en or, mais il savait sacrément bien jongler avec l'argent. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, la preuve, nous avons rendez-vous dans la cour du palais de Jacques Coeur, à un moment qui va faire basculer son destin. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, nous sommes désormais le 31 juillet 1451, 2 heures avant l'arrestation de Jacques Coeur. Vous avez donc 2 heures pour mettre la main sur les clés de la salle du trésor avant que Jacques Coeur ne se fasse arrêter. À Bourges, il est figé dans la pierre face au plus bel édifice civil du XVe siècle, qui fut un temps sa demeure, mais continue d'animer chaque recoin de la ville. Il est même la star d'un escape game urbain, un jeu de piste qui propose d'aller à sa rencontre. Est-ce que vous connaissez la devise principale de Jacques Coeur? D'accord, voyons rien d'impossible. Voilà, vaillant cœur, rien d'impossible. Donc je vous souhaite bonne chance. Jacques Coeur à la cote, car son destin hors norme surprend. A, c'est cœur coquille. Et I, ah oui. Son histoire est celle d'un homme à l'ambition dévorante qui accède avant ses 40 ans aux plus hautes fonctions du pouvoir, aux côtés du roi Charles VII. Dans une France ruinée par la guerre de 100 ans, il devient le marchand le plus influent de son temps et son commerce de produits de luxe fait de lui le premier grand capitaine d'industrie français. Administrateur surdoué et puissant diplomate, l'enfant de Bourges investit dans sa région et participe à faire rayonner son Berry natal. Avec sa part d'ombre et de lumière, sa trajectoire continue de faire rêver les entrepreneurs d'aujourd'hui. Être fils de commerçant né à Bourges au Moyen-Âge et puis finalement créer le premier réseau de commerce maritime pour la France et puis avoir d'innombrables propriétés dans le Berry et devenir plus riche que le roi. Je pense que dans l'histoire de France, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi ça. Finalement, c'était presque un start-upper ou presque un Jeff Bezos du Moyen-Âge, quoi. À Bourges, Jacques Coeur est célèbre pour avoir offert à sa ville un somptueux palais. Une demeure ostentatoire et luxueuse, fleuron de l'architecture gothique flamboyante, qui permet d'appréhender la modernité du personnage et son immense richesse. En 1443, alors qu'il vient d'être anobli par le roi de France, Jacques Coeur fait édifier ce palais pour asseoir son statut. Cheminée dans chaque pièce, latrine, étuve pour la toilette et partout des références au monde oriental qui le fascinent. Dattier, palmier et olivier se mêlent ainsi au répertoire gothique. Ce sont des choses qui étaient totalement inconnues pour la population locale. Puisque comme vous pouvez constater, des palmiers à Bourges, c'est pas très local, c'est très exotique. Vous avez également au-dessus des personnages qui viennent du Moyen-Orient, qui symbolisent en fait toutes les excursions qu'il a pu faire sur les bords de la Méditerranée. Ces voyages sont à l'origine de sa fortune, car en 1432, bien avant les grandes explorations autour du monde, et tandis que le commerce avec les infidèles est longtemps resté interdit, Jacques Coeur part vers Damas, en Syrie. À Dodane d'abord, puis par bateau, l'aventurier rapporte des pays du Levant des produits de luxe. L'Orient est à cette époque aussi riche que mal connu. Jacques Coeur va impressionner la cour par la beauté des étoffes qu'il va ramener. Des étoffes rares comme de la soie de Florence, comme des fourrures, beaucoup de pierres précieuses et également des épices. À l'époque, Agnès Sorel, la favorite du roi Charles VII, devient sa muse. En la couvrant de tissus précieux et senteurs exotiques, le marchand se fait remarquer par le roi. Charles VII découvre ses talents de négociateur. Car en allant à la source, Jacques Coeur supprime les intermédiaires et s'appuie sur le troc pour s'enrichir. L'idée de génie que Jacques Coeur a eue lors de ses excursions, c'est d'apporter de l'argent, donc de France, qu'il va troquer là-bas contre de l'or et ramener l'or en France. Ce qui permet bien évidemment de pouvoir s'enrichir. L'or étant une valeur monétaire beaucoup plus élevée déjà à l'époque que l'argent. En 1439, Charles VII le nomme alors grand argentier. Sa mission est de gérer le patrimoine du roi et d'enrichir le royaume de France.
Le marchand met en place des comptoirs maritimes entre les ports du Midi de la France et de l'Orient. Symbolisé dans son palais par une charpente en forme de coque de bateau renversée, ce commerce lui offre une assise dans toute l'Europe et fait de lui un homme respecté. C'est ce goût pour les affaires, accompagné d'une ascension sociale fulgurante, qui émerveille aujourd'hui ceux qui partent sur ses traces. Si sa date de naissance est floue, on sait qu'il grandit dans les premières années du XVe siècle, autour de la rue Notre-Dame, dans ce qui est alors le quartier des tanneurs de Bourges. Il passe les 20 premières années de sa vie ici. C'est un enfant qui a fait peu d'études, qui s'est énormément inspiré de son père, puisque son père, qui était quand même un grand marchand pétier au niveau de la cour du duc Jean de Berry, lui apprend les affaires. Si Jacques Coeur marche un temps dans les pas de son père, il passe ensuite par son mariage de la petite à la haute bourgeoisie de la ville et devient maître de la monnaie. Mais le destin du petit Berruyer est aussi associé à un tournant politique. Le pays est alors en pleine guerre de 100 ans, opposant le royaume de France et celui d'Angleterre. Tandis que Paris s'est donné aux Anglais, le dauphin est contraint de se réfugier dans la cité berrichonne, gagnant à son couronnement le surnom de Petit Roi de Bourges et faisant de cette ville la nouvelle capitale du pays. Aussi, lorsqu'il entre au service du roi, le richissime homme d'affaires que Jacques Coeur est devenu participe à financer les guerres et devient créancier de la couronne. Mais il n'en oublie pas pour autant le Berry qui l'inonde de son argent. On va là. C'est parti. Allez. À 60 km au sud de Bourges, dans l'actuel département du Cher, le château d'Ainay-le-Vieil est au cœur de la province historique du Berry. Aujourd'hui embrassé par de somptueux jardins à thème, il fait partie des châteaux qui défendent le royaume de France pendant la guerre de 100 ans. Quand on arrive à Ainay, on découvre une belle forteresse, qu'on appelle d'ailleurs le Carcassonne du Berry. C'est une forteresse du XIIIe siècle, bâtie sur une forteresse plus ancienne, du Xe, et qui est toujours entourée de ces douves. En 1443, Jacques Coeur en devient propriétaire. Jacques Coeur aimait beaucoup les châteaux, il en était épris et il les collectionnait. Il avait cet amour de la pierre et puis il avait voyagé et il avait pu voir tout ce qui se faisait à l'étranger. Il avait cette curiosité, il avait ce goût. Certains personnages, dont Jacques Coeur, étaient non seulement des entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui savaient valoriser ce qu'il y avait autour d'eux. Là, c'est peut-être encore un symbole qui nous relie, où nous aussi, on aime notre Berry et où on a envie qu'Ainay continue à faire rêver les gens. Impulsé par Jacques Coeur, l'architecture de ce château a continué d'évoluer lorsqu'il est racheté plus tard par les ancêtres d'Ariel, les seigneurs de Bigny, qui le dotent d'un logis Renaissance. Et bien que la famille d'Ariel ne descende pas directement du célèbre marchand, elle a hérité de son goût d'entreprendre. Car en 1954, ce château devient le point de départ d'une route en l'honneur de l'illustre propriétaire des lieux. Jacques Coeur était emblématique de plusieurs endroits, donc ça crée naturellement un chemin à faire découvrir. Mes grands-parents ont décidé d'ouvrir leur château au public et de créer cette route qui est la première route touristique en France. Et ça a attiré beaucoup de monde. La route Jacques Coeur, ponctuée de châteaux, s'étend sur plus de 150 km à travers champs, vallées et vignobles et attire chaque année près de 250 000 visiteurs, souvent surpris de découvrir de nouvelles facettes de l'argentier du roi. À Menetou-Salon, par exemple, on le découvre ambassadeur du vignoble Berrichon. Donc je vais vous inviter à une petite dégustation des vins du domaine. En 1448, Jacques Coeur rachète ce château encerclé par les vignes et redynamise l'activité viticole.
Il y a des premiers écrits qui attestent la présence de vignes à Mentusalon au XIe et XIIe siècle. Puis on en retrouve effectivement qui attestent la présence de vin à la table de Charles VII, apporté par Jacques Coeur, qui même partagé les fruits de son vignoble. Aujourd'hui propriété de la famille des ducs d'Arambert, le château du Domaine a été entièrement repensé dans son architecture au XIXe siècle, dans un style néo-gothique directement inspiré du palais Jacques Coeur de Bourges. Mais sur la façade, un détail sculpté vient rappeler aux visiteurs que Jacques Coeur et le roi Charles VII ne sont pas restés éternellement bons amis. Ils n'ont pas l'air d'être très heureux de se rencontrer, sûrement parce que la sculpture a été réalisée après 1451, date à laquelle Jacques Coeur il devient un petit peu trop encombrant pour le roi Charles VII, car il était riche, très riche, trop riche. Et c'est à Bourges, dans l'imposante cathédrale de la ville, que Jacques Coeur commence à faire de l'ombre à Charles VII. Après avoir pris ses quartiers à la cour, l'argentier du roi tenait à se faire une place auprès du clergé. Jacques Coeur veut montrer sa position sociale. Il veut essayer de ne plus être ce petit bourgeois qui a été anobli, donc il veut montrer son prestige. Donc il va demander à faire construire un vestiaire et une bibliothèque pour la cathédrale. Et tout de suite après, dans les années 1450, il va vouloir faire construire sa chapelle privative pour y être enterré. Jacques Coeur veut le meilleur et commande un magistral vitrail de l'Annonciation sur lequel il s'offre une place de choix au même niveau que le roi. Jacques Coeur fait appel aux plus grands noms que l'on connaissait sur Bourges à cette époque. L'historien d'art Émile Malle disait que c'était le plus beau vitrail de la chrétienté, ou tout au moins du XVe siècle. Un vitrail avec un remplage, vous voyez cette fleur de lys qui surmonte 2 cœurs, symbole de Jacques Coeur. Et c'est en suivant ses armes, le cœur et la coquille Saint-Jacques dispersés dans la cathédrale et à travers la ville, que l'on arrive finalement vers sa chute. Les énigmes se trouvent parfois dans les images. Ne passez pas votre chemin avant d'avoir résolu celle-ci. En septembre 1450, lorsque son fils est nommé archevêque de Bourges, Jacques Coeur organise la première grande fête de son palais. On découvre alors cette fastueuse salle des festins, avec sa cheminée sculptée et de multiples œuvres à sa gloire. Au fond du couloir, vous avez la cuisine. Et on va amener les plats ici par ce passe-plat. Et puis quand on festoie bien, on fait ça en musique, avec cette loge des musiciens. Alors toujours des cœurs et des coquilles sur le devant. On honore le roi, mais je suis là quand même, je mets mes cœurs et mes coquilles. Ça commence à énerver franchement le roi. On dit que Jacques Coeur était tellement riche qu'il aurait pu paver la cour de son palais avec ses pièces d'or et on rajoute sur tranche. Ces excès et cette opulence attisent les jalousies et finissent par conduire Jacques Coeur à sa perte. Le 31 juillet 1451, le grand argentier est arrêté par ordre de Charles VII, puis dépossédé de tous ses biens lors de son procès. On lui reproche d'avoir battu monnaie en dessous du cours légal, d'avoir falsifié le sceau royal. Enfin, on reproche tout ce qu'on peut reprocher à Jacques Coeur pour le faire disparaître. Il était jugé d'avance, on va dire. Sa chute, aussi fulgurante que son ascension, fait de Jacques Coeur un personnage romanesque qui nourrit récits et spectacles. Les temps s'obscurcissent, les nuages arrivent, les couleurs se fanent. Lors des Nuits de Bourges, on raconte sur son propre palais sa vie rocambolesque et son ultime prouesse, son évasion de prison. Jacques Coeur trouve refuge auprès du pape, qui l'envoie ensuite sur la Méditerranée en croisade contre les Turcs. Sa mort sur l'île grecque de Chios en 1456 reste teintée de mystère. Certains parlent de maladie, quand d'autres fantasment un combat. Et pendant que les légendes s'entretiennent, son cœur, lui, continue de battre dans les ruelles de sa ville natale. On quitte